C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. La Ve République, qui est un régime fondamentalement colonial, qui a été fondé sur un coup d'État. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La chasse à l'homme commence. Selon les historiens, entre 100 et 300 Algériens meurent abattus par les tirs de mitraillettes. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. La démocratie libérale, elle est liée historiquement à un impérialisme qui se traduit aussi sur ses propres populations en marge. Peloton de CRS, voitures incendiées, jeunes en colère. Contre la mort inexpliquée de 2 adolescents, contre le chômage et l'ennui, contre le ministre de l'Intérieur. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents. Nous exigeons qu'ils tiennent leurs enfants. Aujourd'hui, quiconque milite, lutte, défend une cause qui est considérée comme gênante pour le pouvoir politique peut être réprimé. Vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. Le mythe de l'état de droit, il ne sert que pour justifier l'exception, type état d'urgence, etc. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Je m'appelle Vanessa Codacioni, je suis professeure des universités et je suis spécialiste de la répression. Je m'appelle Elsa Marcel, je suis avocate au barreau de Seine-Saint-Denis. Je suis aussi militante à Révolution Permanente. Bonjour, je m'appelle Eugénie Mériot, je suis maîtresse de conférences en droit public. Je travaille sur les rapports entre autoritarisme et libéralisme. Nous avons un président de la République qui est en charge d'interpréter la Constitution et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, M. Emmanuel Macron a fait usage de ce pouvoir d'interprétation avec une interprétation non pas stricte, non pas parlementaire, mais une interprétation visant à élargir ses propres pouvoirs, une interprétation présidentialiste, très présidentialiste de la Constitution. C'était très très clair dès le lendemain de l'élection présidentielle en 2017 lorsqu'il a réuni les 2 chambres en congrès à Versailles pour faire un discours du trône, quelque chose qui n'avait pas été fait depuis Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Je rappelle qu'avant son élection, il avait déjà dit qu'il voulait remplir le vide laissé par la disparition de Bonaparte, du roi et de Gaulle. Très récemment, nous avons vu son interprétation de l'article 12. Je rappelle que l'article 12 sur la dissolution est un pouvoir en effet discrétionnaire du président de la République, mais nous avons inclus des consultations des présidents des assemblées, consultations du Premier ministre. Ces consultations n'ont pas été faites et c'est une violation de la Constitution. Donc il y a effectivement des formes d'accélération sous Emmanuel Macron qu'on peut apprécier, je pense, à au moins 3 phénomènes. 1, l'appareil répressif ne cesse de grossir. Mais ça, c'était déjà le cas avant. C'est-à-dire que le quinquennat d'Emmanuel Macron ne fait que rajouter et que faire grossir l'appareil répressif qui devient en fait un monstre gavé aux lois sécuritaires. Chaque année, il y a 1 ou 2 législations antiterroristes, une législation contre l'immigration, une législation contre les mouvements sociaux. Enfin, ça, on peut vraiment le quantifier. Deuxième chose qui est très importante, c'est que ce qu'on voit depuis Emmanuel Macron, mais certainement avant, c'est à la fois un élargissement des institutions qui vont être mobilisées pour réprimer, police, justice, administration, services de renseignement, possiblement armée. Je rappelle quand même le rôle de l'armée dans le maintien de l'ordre, mais aussi symboliquement, mais c'était très important, la présence des blindés dans les rues de Paris au moment de la manifestation des Gilets jaunes, avec des violences policières inouïes, la multiplication des comparutions immédiates contre des militantes et des militants. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très très important en France aujourd'hui. Et puis, troisième phénomène, je pense, c'est l'élargissement des cibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quiconque milite, lutte, défend une cause qui est considérée comme gênante, inaudible pour le pouvoir politique, peut être réprimé. Et ça, c'est ce qu'on a vu très récemment avec le cas de l'apologie du terrorisme.
Il y a un élargissement considérable des cibles de l'antiterrorisme. Ça va être des étudiantes et des étudiants qui ne peuvent pas manifester, ça va être des syndicalistes, ça va être des hommes et des femmes politiques, ça va être des chercheuses, des chercheurs, des intellectuels. Et on le voit aussi dans la répression des mouvements sociaux où, par exemple, des journalistes sont pris pour cible, leurs matériels sont détruits. Enfin, ce qu'on observe, c'est que aujourd'hui, plus grand monde ne peut échapper au filet de la répression. Dans les rues de Nanterre, des policiers impuissants face aux mortiers d'artifice. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Je pense que quand on regarde effectivement le traitement des jeunes pendant les révoltes de Naël, c'est un truc qui est franchement choquant. Je pense que les personnes ne se rendent pas forcément compte, mais qu'il faut passer la porte d'un tribunal et assister à des comparutions immédiates pour se rendre compte de ce que c'est et de la manière dont ont été envoyés en prison des gamins qui avaient volé un paquet de gruyère, pris un objet dans un magasin ou parfois même rien, qui se sont retrouvés sur un lieu, qui ont été attrapés, etc. Moi, j'ai assisté en garde à vue des gosses de 13 ans qui ont parfois fait 48 heures, voire plus après en étant déférés, qui sont sortis traumatisés, qui n'arrivaient même plus à ouvrir la bouche dans le discours qui était en fait diffusé par les procureurs, mais qui était en plus une tentative vraiment de dépolitiser au maximum ce qui se passait en disant mais regardez, c'est des pillages, tout ce qui les intéresse c'est de prendre des baskets dans des footlockers ou des parfums dans des Sephora, alors qu'en réalité c'est évident que c'était une éruption de colère suite à en fait l'exécution d'un adolescent. Et la nature coloniale en fait de la gestion de ces populations, elle est claire dans le discours qui est exprimé dans les tribunaux, mais aussi envers leurs familles. C'est le moment où, après les révoltes de Naël, il y a eu tous les débats sur la possibilité de punir les parents défaillants et qui a été une continuité du quinquennat. Ensuite, c'est Gabriel Attal qui a remis ça sur la table, etc. Je trouve qu'il y a un vrai sujet sur le traitement des enfants et c'est des mécanismes aussi de traitement des familles immigrées que je trouve d'une violence incroyable parce que ça génère aussi une peur extrêmement forte, à la fois chez ces enfants, à qui on veut clairement faire passer l'envie de se politiser et de se révolter, mais aussi chez leur famille. Et il y a eu toute une vague, moi j'ai discuté avec beaucoup de mamans d'enfants que j'ai défendus qui disaient « mais moi je veux rentrer au pays, quoi. J'ai peur pour mon gosse ici, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, j'ai peur qu'il se fasse tabasser par la police, j'ai peur qu'un truc lui tombe dessus, j'ai peur que sa vie soit gâchée. » Ce qu'on voit très bien, c'est que les dénonciations et la scandalisation des pratiques les plus liberticides ne s'opère que lorsque ce sont des populations, blanches, privilégiées, qui sont touchées. Quand ce sont des populations minorisées, subalternes, racisées, finalement, les dénonciations de leur répression, elle est moindre. Quelle est la dernière grande mobilisation contre la répression ces dernières années ? C'est contre la loi sécurité globale. Parce que ça touchait qui ? Ça touchait des journalistes. État d'urgence, déchéance de nationalité, François Hollande et Nicolas Sarkozy se rejoignent sur les grandes lignes. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Une nouvelle nuit de violence à Clichy-sous-Bois entre policiers et bande de jeunes, 4 jours après la mort de 2 adolescents. Nous y répondrons en étant fermes, en étant justes, en étant fidèles aux valeurs de la France. Il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté ? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? La démocratie libérale, elle est liée historiquement à un impérialisme qui se traduit à l'étranger, mais qui se traduit aussi sur ses propres populations en marge. Toute notre histoire constitutionnelle française va garantir de nouveaux droits et libertés et aussitôt les suspendre pour les peuples colonisés. Et la Troisième République, c'est le grand moment du libéralisme, c'est le grand moment des lois, la laïcité, la loi sur la liberté de la presse en 1881. Un mois plus tard, la même Assemblée adopte le Code de l'indigénat pour les colonies et le généralise à l'ensemble des
colonies. Le code de l'indigénat, qui est un état d'exception, c'est-à-dire on suspend toutes les garanties de l'état de droit, on autorise l'internement administratif, on concentre tous les pouvoirs dans la main du gouverneur colonial, et c'est une forme de loi martiale généralisée. Donc, 1881, c'est une date charnière dans notre histoire parce que nous avons justement ces libertés qui sont proclamées en même temps qu'elles sont suspendues dans les territoires des colonies. Et on peut ensuite continuer cette histoire avec évidemment la loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1955. Il nous a paru qu'en créant la législation de l'état d'urgence, nous allions dans un sens plus libéral et plus souple. Et si on préférait l'état de siège classique et traditionnel, pour ma part, je n'y verrais pas d'inconvénient. Le 15 mai, le général Salan s'exprime depuis le balcon du Forum d'Alger. Il prononce le nom que la foule attendait. Il appelle le général de Gaulle, le héros de la France libre, à revenir au pouvoir pour reprendre les choses en main. À Paris, la tension est vive. Les généraux d'Alger menacent de mener une opération de parachutage sur la capitale si de Gaulle n'est pas investi. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Quelque chose qu'il faut comprendre et qui est le cadre institutionnel général dans lequel évolue aujourd'hui la justice, les différentes institutions, c'est celui de la Ve République, qui est un régime fondamentalement colonial, qui a été fondé sur un coup d'État, qui s'est construit dans le sang. On passe au 17 octobre 61, qui est vraiment le baptême du sang en fait de ce nouveau régime. La chasse à l'homme commence. Selon les historiens, entre 100 et 300 Algériens meurent abattus par les tirs de mitraillettes, précipités du haut des ponts de la Seine ou encore écrasés. Et dans toute la capitale, 12 000 personnes sont raflées, tabassées et conduites dans des commissariats ou des centres d'identification. Nous avons le précédent du 17 octobre 1961 où un couvre-feu est instauré uniquement pour les personnes algériennes. Donc c'est un état d'exception qui revient en métropole de façon très très nette via les corps des Algériens. Et ensuite, ce sera en Kanaki en décembre 84. Un pays en état d'urgence prolongé, un pays en guerre. L'État a déjà multiplié par 3 la présence militaire. Mais les 3000 hommes des forces de l'ordre sont alors renforcés par 1000 autres mobiles, CRS ou parachutistes. D'ailleurs, à cette occasion, le Conseil constitutionnel est saisi. Il dit qu'il appartient aux législateurs de créer des états d'urgence. C'est-à-dire que les états d'urgence pourront désormais être créés par les législateurs et ils seront a priori en conformité avec la Constitution. Réuni avec 24 heures d'avance, le Conseil des ministres a autorisé ce matin le recours à la loi sur l'état d'urgence de 1955. L'état d'urgence sera décrété. C'est donc plus qu'une question d'heure, semble-t-il, l'état d'urgence sanitaire bientôt déclaré en France. Un décret pour instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Malgré ce qu'on pourrait appeler une consolidation des régimes démocratiques, avec la multiplication des contre-pouvoirs, il y a toujours cette permanence de dispositifs exceptionnels, qui ne sont pas exceptionnels en vérité, qui sont d'exception, qui sont liberticides, qui sont très punitifs, et qui ne bougent pas, et qui au contraire ont tendance à se multiplier. Et donc je dirais qu'en réalité, ça dit juste qu'il y a une permanence de tout un pan liberticide de nos régimes, même démocratiques en réalité, et de même de l'état de droit. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'inquiète de la répression des manifestations à travers le monde. Parmi les pays épinglés ce mercredi, la France pour sa gestion des manifestations des Gilets jaunes. Notre réponse doit être la fermeté encore renforcée. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré que la réforme des retraites était conforme à la Constitution française. Elle est donc largement adoptée. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes. Le Conseil d'État a validé l'interdiction de l'abaya à l'école, rejetant ainsi le recours de l'association Action Droit des Musulmans qui demandait sa suspension. On pourrait dire tellement de choses sur les contre-pouvoirs. De quel contre-pouvoir parle-t-on ? Le Conseil d'État, par exemple, qui est censé faire obstacle à l'exception, ne l'a jamais quasiment fait. Si on regarde dans l'histoire, il a toujours été véritablement minable, on pourrait dire comme ça. À part quelques cas très très spécifiques, par exemple le Conseil d'État, il n'est pas un obstacle à l'exception et aux dispositifs les plus liberticides. Les députés,
Pourquoi est-ce que des députés font pas obstacle et ne sont pas des contre-pouvoirs? Est-ce que c'est une chambre d'enregistrement aujourd'hui? La réponse est oui, notamment dans le cadre de la Ve République où les présidents ont toujours la majorité à l'Assemblée nationale. Donc en fait, ils font voter toutes leurs dispositions répressives en claquant des doigts. Donc ça, c'est pas un problème. La question se pose de pourquoi est-ce que parfois droite et gauche s'entendent sur des dispositifs répressifs ou parfois la gauche propose des dispositifs répressifs. C'est très simple, c'est que la gauche gouvernementale, donc socialiste, s'est ralliée à l'idéologie sécuritaire à partir de la fin des années 90 et donc considère que depuis ce temps-là, il faut parler de répression et proposer des choses parce que si on ne propose pas des choses en matière de répression et de sécurité, on n'est pas sérieux. Et donc on va perdre de l'électorat. Et puis vous disiez les magistrats. Les magistrats peuvent-ils être des contre-pouvoirs? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils peuvent faire échec à la répression? La réponse est oui, ils pourraient tout à fait. S'il y a bien des acteurs qui, au dernier moment, peuvent faire échec, ne pas condamner et ne pas envoyer en prison, c'est les magistrats. Question, qui sont les magistrats? Qui sont-ils socialement? Pierre Bourdieu parlait d'affinité des habitus. Il avait cette expression-là, et on pourrait tout à fait dire que les magistrats, de par leur origine sociale, de par leur profession, de par leur culture professionnelle, de par le fait qu'ils se considèrent comme des gardiens de l'ordre, des protecteurs de l'État, de la population, etc., ils vont tendance à réprimer. Alors évidemment, il y a le code pénal, ils suivent le code pénal, mais si on prend la répression judiciaire, proprement judiciaire des Gilets jaunes, par exemple, et la répression judiciaire des révoltes urbaines suite à la mort de Naël, on voit que les peines sont pas les mêmes et qu'elles sont beaucoup plus lourdes dans le cas des révoltes urbaines, pourtant alors que ce sont des jeunes qui n'ont pas de casier judiciaire. Et là, il y aurait peut-être quelque chose aussi à creuser. Est-ce que les juges n'ont pas tendance à plus réprimer, une fois encore, les minorités racisées, ceux qui leur ressemblent moins socialement, etc., etc. Si on regarde par exemple le Conseil constitutionnel qui est souvent présenté comme le gardien de l'état de droit, le gardien des libertés fondamentales, etc., moi je pense que c'est une institution qui est assez symptomatique de cette entourloupe. Parce que je dirais plutôt que c'est vraiment le gardien de l'exécutif. Et même, c'est la formule de Debré qui dit que c'est même le chien de garde de l'exécutif. C'est un outil qui a été mis en place par De Gaulle pour précisément contrôler le pouvoir du Parlement et s'assurer que l'exécutif ait son mot à dire. Et on voit même les décisions qui sont présentées comme progressistes, par exemple sur la loi immigration, en imaginant qu'il a retoqué la version la plus à droite qui avait fini par être proposée. En fait, on voit qu'il ne fait pas du tout ça sur un fondement politique qui est celui, en réalité, de la nature raciste et xénophobe des amendements, mais surtout pour redonner le pouvoir à l'exécutif. Mais que surtout, le mythe de l'état de droit, il ne sert que pour justifier l'exception et l'instauration permanente de dispositifs type état d'urgence, etc. Et qu'en réalité, tout est fourni dans l'arsenal institutionnel pour légaliser ça à chaque instant, quoi. Si vous voulez dissoudre et que ce soit un pouvoir absolument unilatéral du président, c'est possible. Si vous voulez même déclarer l'état de siège, c'est possible. Si vous voulez déclencher une guerre nucléaire, le président il peut appuyer sur un bouton. C'est ça, en fait, l'état de droit dont on nous parle. C'est comme ça que c'est rédigé, quoi. Peut-être beaucoup de personnes l'ont découvert au moment de la dissolution, que notre régime n'est pas un régime parlementaire à l'allemande, ce n'est pas un régime parlementaire à la britannique, à l'espagnol. Donc toutes les leçons que l'on peut tirer, toutes les illusions que l'on peut avoir en regardant nos régimes parlementaires voisins sont vaines. Le régime qui est le nôtre, c'est le régime de la République de Weimar, avec un président qui est irresponsable politiquement, qui dispose de pouvoirs propres, dont le pouvoir de dissolution qui, néanmoins, sous la République de Weimar, était contresigné, contrairement à chez nous. C'était le motif de la crise économique qui a permis au gouvernement de légiférer par ordonnance, sans le Parlement. Donc en France comme en Allemagne, ce sont ces habilitations législatives de plus en plus larges dans un contexte de crise économique et de guerre qui se profile à l'horizon, qui ont mené au régime d'état d'exception permanent, dont le paradigme est évidemment le régime nazi. Alors, on pourrait dire, en voilà un point Godwin. Oui, sauf que la comparaison est extrêmement pertinente, non seulement en termes de structure, comme je l'ai dit, c'est la République de Weimar qui est la copie conforme de notre Constitution, sauf qu'elle a plus de contre-seins que nous, donc elle était mieux encadrée que nous, mais aussi en termes de responsabilité historique, c'est-à-dire que M. Emmanuel Macron, lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale, en juin, il sait que le Rassemblement national est au plus haut, exactement comme ça avait été le cas sous la République de Weimar, où nous avons des dissolutions à répétition en 1932 et en 1933, avec l'arrivée au pouvoir du parti nazi,
dans l'objectif pour le président de neutraliser la gauche par une manœuvre de dissolution. Donc, si M. Emmanuel Macron connaissait son histoire, j'imagine qu'il est familier des développements de Weimar, c'est une responsabilité historique incroyable.